Alors, comme toute discipline, eh bien, il faut commencer par le commencement, à savoir déjà s'intéresser aux différentes formes d'intelligence collective qui existent. Et je vous propose déjà de vous parler très rapidement, très succinctement des 4 grandes formes en suivant le fil de l'évolution. À commencer par cette première forme d'intelligence collective, peut-être la plus ancienne, celle qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Alors là, vous n'avez pas un essaim de poissons, vous avez un banc de poissons, mais en tout cas qui va mettre un grand nombre d'individus ensemble. Quand je dis individus, il peut s'agir de fourmis, il peut s'agir de bisons, donc un grand troupeau, un grand nuage d'oiseaux, des abeilles bien entendu, les insectes sociaux. Et à chaque fois, on a ce point commun qu'on a un grand groupe d'individus ensemble, et avec au niveau de l'individu une marge de manœuvre plutôt restreinte. Soit par design, la fourmi ouvrière sait faire un certain nombre de choses et pas d'autres, soit par circonstance. Vous voyez le poisson ici, dans ce banc de poissons, il suit le banc, et il ne fait pas grand-chose d'autre. Et pourtant, au niveau collectif, on peut avoir une intelligence émergente extraordinaire. Quoi de plus intelligent qu'une fourmilière, par exemple, qui résout des problèmes incroyables et qui s'adapte sans cesse à des environnements changeants et complexes. Alors venons-nous de ce type d'intelligence collective nous-mêmes. Eh bien, je veux dire que ça caractérise un petit peu notre espèce, enfin, elle ne se fonde pas là-dessus, mais nous traversons ce genre de situation de temps en temps. Notamment, par exemple, vous avez une magnifique photo ici du marathon de New York. Vous avez 10 000 personnes qui se mettent à courir ensemble ou qui pourraient manifester. Et on a là ce contexte d'intelligence collective, cette intelligence collective en essaim. On connaît aussi tous ce genre de situation un petit peu moins rigolote, dans laquelle on se trouve dans nos voitures en train de râler, avec une marge de manœuvre là aussi plutôt restreinte. Et pourtant, au niveau collectif, ça permet de remplir et de vider une ville chaque jour. Essayez de planifier ça. Donc vous voyez qu'au niveau émergent, on peut avoir des propriétés tout à fait intéressantes. Alors je vous disais que nous, on ne vient pas de ce type d'intelligence collective, nous venons de ça. Ce qu'on va appeler la deuxième forme d'intelligence collective, l'intelligence collective originelle. Pourquoi? Parce qu'on vient de là. Et là, qui fonctionne un peu à l'inverse de la précédente, puisque nous avons un petit groupe d'individus, mais qui ont en soi une grande marge de manœuvre. Ils ont une grande individuation. On imagine bien qu'un de ces singes ici sait faire beaucoup, beaucoup plus de choses que les insectes sociaux ou que notre poisson dans le banc de poissons. Alors, cette intelligence collective originelle, eh bien, on peut très vite la comprendre par empathie. Là, j'ai mis cette photo que j'adore d'un groupe de jazz. On voit tout de suite ce qui se passe. On a nos cerveaux câblés pour ça, nous avons notre corps conçu pour ça, pour comprendre eh bien, ce phénomène de connexion. On voit tout de suite que chaque joueur fonctionne avec les autres joueurs, les autres musiciens, et qu'il y a un tout qui émerge qu'on appelle le groupe de jazz. Néanmoins, l'évolution a continué, et lorsqu'il s'agit de faire grandir tout ça, puisque ça reste cantonné à des petits groupes, eh bien, l'évolution a créé quelque chose d'unique qu'on ne trouve pas dans le monde animal, mais uniquement chez le monde humain, ce qu'on appelle la troisième forme d'intelligence collective, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui a vu le jour avec l'invention de l'écriture, qui a permis de sortir des traditions orales pour que le message, le signal, puisse voyager et dans l'espace et dans le temps. Et là, tout d'un coup, ça a permis l'émergence de grands collectifs avec différentes caractéristiques, notamment des pouvoirs centralisés, voire très centralisés. Dans toutes les premières civilisations, on a des dieux vivants, et puis des castes, un système de castes ou de classes sociales, avec des chaînes de commandement, et puis aussi une répartition tout à fait inégale des ressources, en particulier des ressources financières, puisqu'on trouve toujours évidemment beaucoup plus de concentration d'argent ou de monnaie à la tête plutôt qu'à la base. Et puis l'évolution ne s'arrête pas là, même si nous vivons encore aujourd'hui dans un monde essentiellement constitué d'intelligence collective pyramidale, nous entrons dans cette nouvelle ère que j'explore, celle de l'Internet. Là, nous avons d'ailleurs une photo déjà assez ancienne de l'Internet, où là, la structure sociale et humaine se trouve beaucoup plus distribuée. On a des structures distribuées, rhizomatiques, ça fonctionne un peu comme le rhizome des forêts sous nos pieds, ou comme nos cerveaux, donc distribués, décentralisés, pair à pair, innovation verte, etc., etc. Alors voilà, là je vous ai vraiment scanné très très vite ces 4 grandes formes d'intelligence collective, avec maintenant une question, pourquoi ça évolue? Reste pas toujours pareil. Eh bien, on remarque de toute façon, dans l'évolution du vivant, il y a quoi qui fait changer un système, il y a quoi qui fait changer la vie? Eh bien, en général, quand une espèce marche, elle se reproduit, elle se multiplie, jusqu'à finalement entrer dans un mécanisme d'étouffement qui va générer une explosion de complexité. Et en gros, la forme d'avant ne suffit plus, soit ça s'effondre, soit ça atteint un nouveau seuil de complexité. Eh bien, si on regarde l'histoire de l'intelligence collective humaine, dont je démarre là sur l'intelligence collective humaine originelle, on a connu, nous l'humanité, une première très grande crise
Alors on ne l'a pas vu parce qu'elle elle a sévi, cette crise, sur des milliers d'années, mais lorsque l'humain a commencé à se sédentariser, autrement dit, il a déployé l'agriculture, les premières villes ont commencé à apparaître, et nous avons eu une explosion de complexité à ce moment-là, qui fait que la tradition orale et la proximité ne suffisaient plus. Vous voyez ici, dans cette image-là, vous avez une extraordinaire propriété de l'intelligence collective, je vais mettre un gros mot dessus, qu'on appelle l'holoptisme. Du grec holos, holistique, le tout, et optisme. Ce groupe-là, il marche, ce groupe de jazz, parce que chaque joueur, non seulement il a son individuation, il sait bien jouer de son instrument, mais en plus, il a cette capacité de se représenter le tout, le groupe de jazz, ou l'équipe de sport, ou le comité de direction, peu importe, mais on a cette représentation du tout qui se met en place. Si on augmente le nombre, eh bien, ça ne marche plus. L'holoptisme, nous le perdons, et nous devons passer à une autre structure. Ici, évidemment, l'orchestre symphonique, ou l'orchestre polyharmonique, où là, on va avoir évidemment des personnes qui vont commencer à prendre le commandement par nécessité pour faire les grandes choses. Et cette situation, donc cette transition a eu lieu comme réponse à une première grande crise avec l'invention de l'écriture et qui a permis justement, je vous le disais, de déployer tout ça. Eh bien aujourd'hui, on vit une deuxième grande crise. L'intelligence collective pyramidale, qu'on appelle panoptique, donc ça veut dire où vous avez tout en haut quelqu'un qui a la vision d'ensemble mais qui ne voit pas le détail, ou tout en bas vous avez les gens qui ont la vision du détail mais pas la vision d'ensemble. Ça a marché pendant très longtemps, mais aujourd'hui, eh bien, ça a explosé partout et ça a créé un nouveau niveau de complexité en générant aussi plein de maux. Eh bien, la pollution, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les guerres de territoire, les guerres pour la rareté, les choses rares dans le monde, etc., la concentration de la richesse, tout ça finalement relève de problèmes créés par cet écosystème qui a émergé et qui s'étouffe aujourd'hui sur lui-même. Et la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien, ça donne naissance évidemment à cette nouvelle forme d'intelligence collective, je vous disais, holomidale, quatrième forme, du grec holos, holistique, et qui là permet de relier le local au global, le pair à pair, l'innovation ouverte, l'arrivée de l'imprimante 3D, tout ce qui touche aussi à l'humain augmenté, connecté, etc. Et encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas d'idéologie, je ne viens pas vendre des lendemains qui chantent. Il y a en tout cas des nouveautés qui se font. Alors, cette intelligence collective holomidale, je pourrais vous en parler comme beaucoup le font, à savoir effectivement décrire les futurs modèles économiques, la société post-argent, j'en parle souvent. L'argent servait très bien pour l'intelligence collective pyramidale, mais ça ne convient plus lorsqu'on veut entrer dans une économie du partage, des ressources, etc. Je pourrais vous en parler au niveau de la délocalisation de la production, etc., etc.